Unbroken. Et, et salut Unbroken. Bonjour. Ouais. Unbroken. Salut. Salut. Ah, Bon alors, on va... Ouais, c'est bon, tout le monde est là. est-ce que t'as Et ton bah stream qui est bienvenue allumé, à vous. Morgan? Est-ce que t'as le volume de ton stream qui est ouvert sur ton PC ou pas? Alors pas du tout. Ok, j'ai quelqu'un qui a le volume un peu open, je crois. Mhm. Parce que j'ai un feedback quelque part, mais... C'est mieux là? Ouais, je crois que c'est mieux. Ouais. Ouais, j'ai plus de retour. Ok, cool. Ok. Désolé pour cette interruption. Désolé. Oh, c'est la première, les soucis techniques, c'est énorme. Bon, bah du coup, bienvenue à Unbroken. On est bien content de vous avoir avec nous ce soir. Donc on a écouté un premier titre de votre album qui est sorti récemment, hein, ce début d'année. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être commencer par vous présenter le groupe, depuis quand ça existe, nous retracer un petit peu l'historique d'Unbroken tout simplement. Camille, à toi l'honneur. Merci. Bah, avec plaisir. Alors, Je t'en prie. on a commencé en 2015 dans un garage pas loin de Poitiers. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des répètes, on s'est un petit peu affûté, des petits concerts dans les bars, tout ça, et jusqu'à faire notre premier EP, qui était un 4 titres donc, éponyme qui s'appelle Unbroken. Ensuite, on a continué un petit peu les concerts, tout ça. On a préparé un nouvel album un peu plus conséquent qui vient de sortir maintenant, mais c'était quand même pendant le Covid-19 où là, on a été un petit peu, comment dire, coupé dans notre élan, mais ça nous a permis de bien finaliser tout l'enregistrement et les compos et tout ça. Et pour être bien chaud aujourd'hui, pour vous présenter tout ça dans vos chaumières et en live aussi. Donc on fait quand même plutôt du thrash death avec des petites pointes de mélodie par-ci par-là. Voilà. Je sais pas si tu veux en dire un peu plus, Mitch. Main trash, t'enlèves, death, c'est bien. Ouais. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est du trash death avec. Ouais, t'as un petit côté old school, un petit côté assez groove, assez moderne. Beaucoup de gens disent qu'on est proche du death mellow par moment. Moi, il y a des moments, ouais, clairement. Ouais. Il y a Mhm. des leads de grade qui font vachement penser à du truc un peu suédois, je dirais. Ouais, on nous a souvent sorti à Monamar, enfin, surtout pour un morceau. Mais sinon, oui, il y a une patte, je pense qu'il y a une patte suédoise qui est un peu cachée dans tout ça, quoi. Bon, on en reparlera un petit peu justement parce que moi j'ai des questions un peu sur vos goûts personnels et bon, Michel, nous on se connaît. Je sais que la Suède c'est un endroit voilà qui te parle musicalement un tantinet, on va dire. Donc on en reparlera. On en reparlera même maintenant si vous voulez. Enfin, moi je suis assez curieux aussi de vos parcours individuels par rapport à la musique, par rapport au groupe. Si c'est ça aussi, je trouve, qui fait la richesse d'un groupe, c'est d'avoir des influences certes communes, mais aussi des petites choses qui font aussi les différences de chaque membre, qu'on met en commun et qui justement ressort sur les compos, les choses comme ça. Donc si vous pouvez faire un petit tour, vous présenter de manière un peu plus individuelle, nous expliquer un petit peu votre parcours musical jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et vos influences. Voilà. Tu Donc, moi, commences. c'est Can. Ouais. Du coup, moi, c'est Can. Donc, j'ai commencé plutôt le métal. Alors, peut-être, c'était pas vraiment du métal, c'est par Nirvana avec Smell Like Teen Spirit, mais après, ça a assez rapidement dérivé vers du heavy et des choses comme ça et du prog. Et en fait, finalement, petit à petit, par le bouche à oreille, tout ça, au fil des années. Bon, ça, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a une vingtaine d'années. Et finalement, découvert le DS, le trash et tout ça, ça m'a bien plu aussi. Et du coup, mes influences, elles sont quand même vachement diverses. Et là, on a quand même essayé de se centrer, de faire un truc consistant. Mais voilà, visiblement, il y a quand même la partie Death Mellow qui ressort. Moi aussi, j'en ai écouté pas mal. Et voilà, après, moi, j'ai commencé la guitare à quel âge? Vers 16 ans. Un peu comme ça au feeling pour m'amuser. Et puis petit à petit, j'ai des petits groupes par-ci par-là, avec des répètes. Et après, c'est vrai que le premier
on va dire, vrai groupe un peu sérieux que j'ai eu avec des concerts, tout ça, bah, c'était Unbroken, quoi. Voilà, j'ai eu divers petits trucs avec des potes, tout ça, mais c'était pas à ce niveau-là, quoi. Et toi, Nono? Ok. Alors du coup, moi c'est Nuno. Bah, moi j'ai commencé la basse avec le groupe. Donc en 2015. Et avant, j'avais fait de la guitare classique pendant 20 ans. Donc j'ai une grosse formation classique et je me suis mis à la basse à la naissance du groupe. Donc ça m'a fait vraiment évoluer à la basse, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que t'aimes bien Au jouer. niveau du... Bah, au départ c'était les doigts, mais après je suis vite passé au Mediator. Hein. Donc Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est assez. C'est un débat qui revient assez souvent sur les bassistes Mediator au doigt, mais du coup, Mediator quoi. du coup Mediator. Et là c'est plus claquant. Enfin, je préfère ce son-là, quoi. Et au niveau de mes influences, et ben moi c'est plus, comme j'ai une influence classique, donc c'est plus mélo. Et donc voilà, un peu de def, un peu de trash. C'est tout ce que je peux dire. Non, c'est Ok, cool. bah, C'est déjà pas une mal. très bonne réponse. En vrai. Il y a- c'est vraiment, enfin, je suis assez ouvert en musique, donc je suis pas influencé que par le métal, donc c'est assez éclectique comme musique. Ouais. Alors, après, si t'es chaud de parler d'autres choses, enfin, c'est vrai que je pense que on a souvent. Enfin, je pense que c'est peut-être une image qu'on a en dehors du milieu métal. On a tendance à penser que les métalleux sont des gens extrêmement fermés, mais je pense que c'est pas du tout le cas. Enfin, dans mon expérience, c'est plutôt des gens qui ont des écoutes assez éclectiques. Donc, si tu veux parler de ça, je pense que ça reste quelque chose d'intéressant aussi. Bah, non, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais je peux écouter de la pop comme pas trop de rap, tu vois. Mais je peux écouter aussi de la dark wave aussi. Ok. Ça m'arrive de la trance aussi. J'aime bien aussi de temps en temps. Tu vois, c'est assez éclectique. Enfin, j'écoute de tout comme musique, donc j'apprends de toutes les musiques qui soient, quoi. Il y a énormément de choses à apprendre en fait de plein de choses. Enfin, surtout Voilà. la pop qui a eu, enfin, je pense pas mal mauvaise presse pendant un certain temps. Maintenant, on est quand même sur des trucs qui sont ultra construits, assez chiadés, des harmonies qui sont un peu folles des fois. Quand même des trucs assez. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un truc du tout pauvre. Non. Du tout. Tu vois. Oui, il paraît que la pop, c'est ce que je lisais un truc de Marty Friedman, l'ancien guitariste de Megadeth, qui est parti faire sa vie au Japon. Il disait que quand même au Japon, la pop elle est beaucoup plus construite, avec beaucoup d'harmonie, des choses compliquées, plein d'accords. Et que je trouvais que voilà, en Europe, aux États-Unis, c'était peut-être un peu moins recherché au niveau de l'harmonie, quoi. Ça m'a un peu surpris, et c'était assez marrant, là. Ouais. Après, bon, je pense qu'il y a plein de. C'est tellement énorme. Il y a un gamut qui est quand même ultra étendu. Et c'est vrai que. Il y a sans doute à boire et à manger partout. Hein. Enfin, j'imagine que tous les morceaux de pop sont pas forcément de la folie à chaque fois. Mais après, il y a des choses qui sont aussi vachement bien. Et c'est vrai que c'est aussi bien de le reconnaître. Mais non, en tout cas, c'est assez rafraîchissant d'entendre que vous écoutez autre chose et tout. C'est cool, quoi. Après, Eh si je peux. ben, Vas-y. ouais. Vas-y. Je t'en prie. Si je peux continuer au niveau des groupes, j'ai au niveau métal, hein, je parle maintenant. Au niveau métal, j'ai été assez influencé par Anathema, Amon Amarth, Metallica, Pantera, Testament, et j'en passe. Je peux en citer d'autres, hein, il y en a plein. Hein, mais, voilà, Autant que tu veux. C'est à toi de voir quand tu veux. Non, allez-y. Non, il y a pas de souci. Ouh, Tiens, nouvelle recrue. Salut. Hey, On a C'est l'image, ton mais on n'a pas de guitariste son. c'est ton guitariste de grande taille, c'est ça? c'est ça. Oui, c'est le Ok. géant. On n'a pas de son, Eh ben, malheureusement. bon, t'as vu, Fab, on t'a préparé le terrain. les copains sont sympas.
J'ai pas du tout de son de son côté par contre. On n'a toujours pas de son. Non, toujours pas. T'as pas de son. Hop, pas mieux. Pas mieux. Attends. Peut-être en attendant, on peut parler aussi de Nico qui a pas pu se joindre à nous. Ouais, mais carrément, ouais, si vous voulez nous en dire un petit mot et on le salue du coup, s'il nous regarde. Voilà, un membre fondateur du groupe aussi et qui était guitariste à la base en fait. Donc il était guitariste à la base, il a appris aussi, je crois, la batterie quasiment pour Unbroken ou peut-être un petit peu avant. Et bon, c'est quand même un grand fan de Metallica, mais de plein de choses aussi. Et du coup, il a des influences aussi un peu hardcore. Il a écouté du punk aussi, je crois, dans sa jeunesse. Et quoi d'autre aussi des trucs plus modernes, quoi. Et il était vraiment désolé de ne pas pouvoir se joindre à nous ce soir, mais voilà, c'est un membre important qui fait beaucoup quand même de compos pour le groupe. Hein. C'est beaucoup lui et Fab et un peu Mitch aussi qui participe au compo, même si on participe tous au compo, hein, mais quand même, voilà. Moi, je suis plus en rentré là-dessus, quoi, on va dire. Ok. Et, C'est intéressant ça, le sujet de la compo, je pense qu'on va y revenir et tout. Il y a sans doute pas mal de choses à dire et tout. Là-dessus. Est-ce qu'on a du son chez Fab ou pas? Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup mieux. Alors. Non. Il y a peut-être un truc à régler au niveau de tes paramètres, je dirais. Ah là là. Ce sont les aléas du direct. Après, sinon, tu peux bouger la bouche et on peut parler à ta place si tu veux, mais bon, je sais pas si ça va te plaire. Ah, je gère. Je gère. Ça va tellement me faire plaisir. Ça va te plaire, d'accord. Ah, Je pense que si tu regardes dans tes paramètres, tu as sans doute un micro à gérer. Ce sera sans doute ton entrée. Je pense que tu es sur téléphone. Il doit y avoir un truc genre micro. Ça doit être dans tes paramètres sur Discord. J'ai pas ouvert sur mon téléphone. Il a freeze en plus. Hop. Du coup, je propose qu'on fasse peut-être Mitch. Ouais, Hop. ta vie, ton œuvre, c'est parti. Et bonsoir tout le monde. Donc voilà, moi c'est Mitch ou Mouchel pour les intimes. Je suis chanteur donc d'Unbroken depuis maintenant un peu plus d'un an en fait. Avant, je jouais dans le groupe de death metal de Clermont-Exen. J'ai eu plein d'autres formations avant, mais celui-là, ça a été vraiment le groupe lequel j'ai eu une plus longue expérience. Morgane d'ailleurs peut en parler, peut attester de ça, car il en a fait partie également. Et puis voilà, puis c'était cool, c'est une bonne aventure, c'était bien marrant. Donc voilà, sinon au niveau de mes influences, comme là un peu spoilé mon cher camarade, mon cœur balance beaucoup vers la Suède, notamment Tomb, Dismember, Grave. J'ai vu un petit monsieur Kovacs qui a mis, ça me fait penser à Bloodbath. C'est un grand homme, car oui, Bloodbath fait partie de mes grosses influences également. Donc voilà, je suis plus dans la tendresse par rapport à mes camarades de jeu. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Yes, on a du son. Ça y est. C'est bon. Le timing. Voilà. Mais je vous avertis, vous allez le regretter. J'ai pas bouffé, donc je vais être très con. Eh ben, c'est parfait. Bon, bonsoir à tous, désolé pour le retard. Hein. C'est le professionnel, blablabla, nanani, etc., etc. Voilà, je vais laisser mes camarades continuer de parler, puis je prendrai la parole à mon tour. Je voulais juste corriger un petit truc quand même. Quand j'ai présenté le groupe, évidemment, j'ai pas beaucoup détaillé l'arrivée de Mitch dans le groupe parce qu'on a eu un changement de line-up. Voilà, à son arrivée. C'est vrai que notre Mais ancien quel chanteur. connard! En fait, on est très déçus qu'il soit dans le groupe maintenant. Non, je déconne. Mais voilà, Mitch, l'arrivée de Mitch nous a
beaucoup apporté. C'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'expérience à la fois dans la musique, mais aussi dans tout ce qu'il y a autour, dans la vie du groupe et dans comment gérer un groupe, quoi. Et donc on est vraiment hyper content qu'il soit là, quoi. Voilà. Ah bah c'est méga Toi, t'es positif en hyper vrai. content. Voilà, des petits cœurs, c'est sympa. C'est beau. On aime cette ambiance. Ok, Mich, t'avais d'autres trucs à dire sur... d'autres trucs à dire, tout simplement, ou répondre à cet élan de tendresse d'un coup, là, ou pas, je ne sais pas. Un retour de tendresse de ma part, ils en auront pas, ces connards. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Putain, merde, j'avais tout donné pourtant, quoi. C'est clair, c'était beau. Il s'est passé quelque chose. Moi j'étais là, j'allais pleurer, mais. Non. Ah, moi, c'était rien. Dans ces phalogrammes, une grenouille. Hein. Là. Que dalle. Non, mais c'est cool, ouais, c'est bien cool de les avoir rejoints. Bah, ils m'ont contacté au début juste pour un simple dépannage, en fait. Et puis le dépannage, en fait, est transformé en CDI. Donc c'est ça qui était. On n'avait qui pas était le drôle, choix, quoi. donc on n'avait personne d'autre sous la main accessoirement. Donc, Mais personne de carré, en fait. voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'était cool, quoi. La première répète, elle était vraiment mortelle, quoi. Elle était mortelle, quoi. Chaque fois, dès qu'on a commencé à jouer, on se regardait, t'as personne qui parlait, quoi. Et on se disait, ah ouais, putain, ça tourne, quoi, c'est bien, quoi. Puis au fur et à mesure de la journée, ouais, tu veux pas enregistrer l'album? Ouais, si tu veux. Ah, tu veux pas me dépanner pour d'autres concerts? Ouais, si tu veux. Ouais, tu veux pas rester? Ouais, bah ok. Ouais, t'as été quand même obligé de demander l'aval de ta femme, hein? Ah, le air général de la maison, très important. C'est ça. On déconne pas avec Non, ça. mais c'est vrai que ça a été cette comment dire, le fait que tu participes, Mitch, enfin que tu viennes, que tu nous dépannes, déjà, ça nous a étonné en premier que tu acceptes de venir jouer avec un petit groupe comme nous. Et c'est vrai que cette première répète, c'était assez bluffant parce qu'en fait, dès qu'on a joué, même on a fait la première chanson, et enfin moi j'ai eu l'impression qu'on jouait ensemble depuis 20 ans, quoi. Et ça, je pense que c'est un paramètre qui ne ment pas dans un groupe. Quand il se passe comme ça quelque chose dès le premier coup, ça peut que bien se passer à l'avenir. Donc effectivement, on n'est pas du tout déçus d'avoir fait appel au service de Mitch pour remplacer notre ancien chanteur, qui, je le rappelle, est parti de son plein gré. Et franchement, mais on pensait pas, on pensait pas, si, mais on pensait pas que ça allait nous mener, en tout cas là où ça nous mène aujourd'hui. Et on doit en grande partie la réalisation de l'album, la signature du label, etc., à l'arrivée de Mitch dans notre groupe, qui a su nous, en plus de nous apporter son savoir-faire au niveau du chant, qui a su nous apporter aussi son expérience sur la gestion d'un groupe, parce que alors ça lui a valu quelques cheveux, enfin je vais dire des cheveux blancs, je suis con. Non, sûrement pas des cheveux blancs, mais des poils blancs supplémentaires dans la barre, parce que plus d'une fois il a dû nous engueuler en disant mais arrêtez de faire les cons les gars, putain, mais vous êtes trop cons, pourquoi vous faites ça et tout. Et mais bon, on s'en rappelle aujourd'hui avec tendresse. Ouais, une belle rencontre, quoi, du coup. Et après, on passera à toi, Fab, aussi, que tu nous parles un petit peu de ton parcours, mais justement, ça va aller très vite. Vous êtes sur... ok. Vous êtes sur Poitiers. Mich, toi, c'est plutôt Clermont-Ferrand. Bah, finalement, comment vous êtes rencontrés? Comment vous avez pris contact ensemble? Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est toi, Mitch, qui nous avait contacté à la base pour venir jouer sur Poitiers. Vous cherchiez avec Exen, vous cherchiez une date. Exen cherchait une date à jouer sur Poitiers. Et alors, pourquoi c'est tombé sur nous? On ne sait pas du tout. Mais on a su répondre à la demande d'Exen, parce qu'on avait un contact d'une association qui organisait des concerts sur Poitiers. Et donc, voilà, l'association a créé une date au Zinc, au bar Le Zinc.
Et donc, c'est là où on s'est rencontrés pour la fois. Et déjà, ici, c'était déjà bien passé le courant entre nous, déjà entre tous les membres d'Exen et puis nous. Et donc, notre premier contact s'est passé comme ça, entre autres. Et après, on s'est, en contrepartie, ils nous avaient dit, on fera une date retour, tout ça. Et puis, effectivement, ils ont tenu parole, miraculeusement, j'ai envie de dire. Et parce que quand on connaît les connards, on se dit tiens, ça va peut-être pas se passer comme ça. Mais si, non, ils nous ont rendu une date sur Clermont-Ferrand qui s'est très très bien passée aussi, où ça nous a conforté dans nos premières impressions de chacun, et puis voilà quoi. Puis à partir de là, puis on gardait toujours un peu contact via Facebook, tout ça. Et c'est pour ça, quand notre chanteur est parti, on a pensé à Mitch. Et comme à la base c'était provisoire, on s'est pas posé la question de la distance. En fait, on s'est dit comme c'est provisoire, voilà, on va falloir faire le déplacement. Mais finalement, la distance, c'est peut-être le secret d'ailleurs de notre bonne entente, c'est que comme il est pas tout le temps avec nous, il nous saoule pas en fait. Ouais. C'est pas mal, c'est une espèce de garde alternée. Ça peut jouer. Ça joue même, sûrement. Ça peut être dans les deux sens, en fait. C'est sûr. Et si je peux rebondir sur la rencontre qu'il y a eu à Poitiers, je me rappelle là où je crois vraiment que ça a matché humainement. C'est quand je nous revois, nous on était en train d'installer notre merch à l'étage, et que je vous écoute, ouais, on fait quel morceau, on balance, oh, on fait Vegan Messiah, j'ai écouté le mot vegan, je suis arrivé comme une balle en bas. J'en fais, vous avez dit vegan, vas-y, c'est quoi le bordel là, c'est où? Moi je suis pas vegan, je mange de la bidoche. C'était ça direct, quoi. C'était l'agression. Donc ouais, les premières impressions des fois, c'est quand même assez drôle finalement de voir où ça nous mène. Ouais, mais le côté humain a direct matché, quoi, en fait. Et on a jamais perdu contact, même si c'était pas tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, mais on s'envoyait. Il y a toujours un petit message, un petit com, Petit truc, ouais, tout on le temps, suivait, quoi. ouais. Donc c'est ça qui, je pense, c'est ça qui a fait que. Ouais, un gros feeling humain, et puis le feeling musical a suivi du coup, comme tu disais sur la première répète, ça matchait tout de suite. Et ouais, ça c'est des signes qui trompent pas. Quand on tombe sur des personnes comme ça et que ça fonctionne direct, pas 36 questions à se poser en général. Donc plutôt tant mieux pour vous du coup. Et oui, parce que dans ces trucs comme ça, tout le monde est gagnant en fait, donc c'est cool. C'est ça, c'est ça. Un gagnant, je suis toujours pas payé. Je sais pas où est le gagnant. Tu vas attendre un moment. L'univers du métal. C'est comme ça. Et du coup, toi, Fab, au niveau de ton parcours, tes influences perso, ça dit quoi? Ça donne quoi? Alors, ça dit beaucoup de choses. Je tombe dans le métal assez tardivement, en fait. Je tombe dans le métal assez tardivement. Mes influences premières sont plutôt axées sur... je suis un gros fan de pop rock anglaise. J'aime beaucoup. Donc, tout ce qui est Blur, Radiohead, tout ça, c'est des groupes qui m'influencent dans mes jeunes années. Et puis quand je tombe dans le métal, j'ai des petits prémices quand même avant, déjà dans les jeunes années, j'écoute déjà un peu Offspring, des choses comme ça, plus dans le punk, tout ça et tout. Et puis je tombe dedans avec comme beaucoup de monde, hein, je vais pas être très original, mais avec Metallica entre autres. Puis Iron Maiden, tout ça, Black Sabbath aussi, Black Sabbath, ça m'occupe beaucoup parce que je trouve ça top, quoi, tout simplement, j'aime beaucoup. Et puis après, mes goûts évoluent forcément au fur et à mesure, quoi. Mais là, en ce moment, puisqu'on parle de groupe, là, j'ai fait une petite découverte il n'y a pas longtemps. Alors, il y en a qui, c'est peut-être connu, je sais pas, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps Carnival. Je sais pas si vous connaissez. Super, c'est un Carnival génial. Ouais, Carnival, ouais, et je trouve ça, ce genre, j'aime beaucoup. Là, il n'y a pas longtemps, j'écoute beaucoup du métal de ce genre-là, Clone notamment aussi, qui est groupe Poids-de-Vin aussi. Ça fait partie de mes influences de manière générale. Donc,
Après, j'écoute un peu tout. J'aime beaucoup les BO de films aussi. J'écoute BO de films, hein. Ça fait partie des influences que j'aime. Enfin, j'aime bien me mettre ça dans les oreilles, ça me détend, j'aime bien. Mais globalement, j'ai entendu tout à l'heure vous parliez de la musique, la pop japonaise, tout ça. La musique, la variétoche, tout ça, c'est des trucs que je conspue totalement. J'ai vraiment du mal à m'y retrouver dans ces musiques-là. Mais ouais, mon influence de base, ça reste quand même la pop rock anglaise. Je suis un gros fan de ça, j'aime beaucoup toujours. Et voilà. Est-ce que ça influence ma musique aujourd'hui? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Je me pose pas la question en fait. Ok. Mais du coup, moi, j'ai une question aussi par rapport à cet album là que vous avez sorti. On a vu un peu les influences de tout le monde. Qui compose un peu tout le monde, mais est-ce qu'il y a quand même je sais pas, quelqu'un qui prend un peu le lead sur l'écriture de ces morceaux-là Alors, sur les morceaux de l'album, généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est Nico qui compose, généralement, qui arrive avec les grosses idées, avec des morceaux, je vais pas dire qu'ils sont clés en main, mais qui sont déjà faits à bien 60-70%. Ok. En règle générale, il me les fait écouter. Tous les deux, on les retravaille. Et après, on propose ça aux gars qui, après, chacun amène sa touche, son perso. Il y a Camille qui gère les solos à lui tout seul, parce que c'est une compétence qu'on n'a pas avec Nico. Voilà, bien sûr, j'ai Mitch. Donc là, quand Mitch est arrivé, en fait, la plupart des chansons étaient déjà écrites. Il y avait que 2 chansons qui n'avaient pas de paroles. Donc on s'y est collé un petit peu. C'est un exercice qu'on n'avait jamais fait, un exercice d'écriture qu'on n'avait jamais fait. Puis on a mis ça en place avec Mitch. Et puis voilà, puis après au fur et à mesure où on les répète, où on les met, chacun y apporte les petits ajustements, mais ça reste comme un travail qui est quand même très collectif dans l'ensemble. Mais celui qui amène franchement les idées et la nature des morceaux, ça reste Nico quand même, de manière de manière idéale, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Mais on essaye quand même de faire participer un maximum tout le monde. Voilà, on essaye de rester ouvert à toute proposition de part et d'autre, quoi. Ok. Donc, du coup, qu'on salue Bibou qui Et... est pas là, ça. Oui, tout à fait. Et justement, par rapport à ces paroles, tu disais que donc Mitch t'a écrit les paroles, enfin t'as participé à l'écriture de 2 morceaux. Ouais. Alors moi, précisément. Plus un. Ouais, et moi j'ai participé sur Eightfield essentiellement. Ok. Voilà, avec Nico, c'est assez troublant comme exercice. Enfin bon, excuse-moi, parce que je réponds, t'as même pas posé de question en fait. Non, mais vas-y, au contraire, c'est Ouais. intéressant ce que tu racontes et ça allait. Enfin, la question était logique, je pense, par rapport à ça et tu en prends le chemin, donc je te laisse continuer, pas de souci. Ok, bon, alors je développe. Ouais, non, l'exercice d'écriture, c'est quelque chose d'assez perturbant enfin moi qui l'ai jamais fait. On se rend compte de la difficulté de l'exercice. Après, bon, on a conscience que nos paroles révolutionnent pas le genre, tout ça, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Grosso modo, c'est un peu notre credo sur tout l'album. Mais c'est un exercice qui reste très intéressant pour s'exprimer, quoi. Enfin, ça reste. Et quand ça devient collectif, en plus, c'est assez intéressant. La deuxième partie qui était quand même assez perturbant, c'était écrire en anglais, parce qu'on n'est pas des anglicistes de ouf, quoi. Donc, on s'est contenté dans un premier temps d'écrire en français et de traduire. Bon, il se trouve que ça colle quand même pas mal. Mais je sais qu'Hetfield, on a essayé de l'écrire, je ne vais pas dire rapidement parce qu'on y a passé du temps quand même, mais à mon sens, c'est quelque chose qu'on aurait pu peut-être un petit peu plus fouiller en cherchant peut-être des choses un peu plus rythmiquement un peu plus intéressant, peut-être au niveau de la rime, essayer de faire des choses, chercher un vocabulaire un petit peu plus poussé, des choses comme ça.
J'ai la chance d'avoir une femme qui maîtrise la langue anglaise, hein, donc la prochaine fois, si on doit écrire un texte, enfin là, bon, là c'est Mitch qui s'y colle, hein, très clairement pour les prochaines compositions, mais pourquoi pas mettre ses compétences à notre service pour essayer d'améliorer encore ce point-là. Et ouais, carrément. Et là, justement, par rapport à cet album, au niveau des morceaux que vous proposez ici, vu qu'il y a c'est votre ancien chanteur du coup qui a écrit donc la majorité des paroles, c'est des morceaux que vous, on va dire, traînez depuis un certain temps et que là vous avez envie vraiment de mettre à jour en faisant cet album, ou c'est des compos qui restent quand même assez récents, parce que vous parlez d'un EP aussi au début de soirée. Du coup, l'historique un peu de ces morceaux, qu'en est-il en fait? L'historique. L'historique, quand je dis historique, c'est trop dur pour moi ça. Non, mais c'est même pas. Voilà, Bah, est-ce que c'est des morceaux récents qui ont été prévus pour cet album, ou est-ce que c'en est qui. Non, il y a des morceaux qu'on a depuis un petit moment, hein, Camille, je sais plus, mais c'est Straight to Head, celle que tu as écrite, Camille. Ça doit être la plus vieille, là. Ouais, peut-être la plus vieille. Alors, on a Cannibal Holocaust aussi, qui a eu une première monture, et quand on a décidé de la mettre sur l'album, on l'a retravaillé tous ensemble, hein, pour en faire quelque chose d'un peu qui corresponde plus à notre standard actuel. Mais il y a des morceaux, qui sont un peu vieux, mais après, il s'est trouvé que sur tous les morceaux qu'on a, effectivement, on a choisi ceux-là, parce que c'était ceux qui nous paraissaient les plus intéressants, les plus matures, et qui méritaient de figurer sur l'album, tout simplement, quoi. Mais il y en a certains, c'est Straight Ahead, c'est un des premiers morceaux, hein, je crois. Alors celui-ci, c'est Camille qui l'a écrit, Oui. qui nous l'a amené, c'est pas Nico d'ailleurs. Je rectifie cette petite injustice. Voilà, donc c'était Unbroken, on a commencé en 2015, et puis la plupart des morceaux, enfin non, pas la plupart, c'est pas vrai, mais Axis of Evil, Cannibal Holocaust et Straight Edge, je crois que c'est nos 3 morceaux les plus anciens qui figurent sur l'album, grosso modo. Donc le cheminement, l'historique, c'est des idées de riff. Là, c'était comme ça, on écrivait un morceau, JC avait un texte déjà qu'on a posé dessus, et puis en avant-guingant, quoi. Ok. Après, je pense aussi que ça participe à la diversité un petit peu de cet album-là, c'est qu'il y a des morceaux plus anciens et des morceaux plus récents, ils sont peut-être un peu plus modernes, un petit peu plus punchy, je dirais. Les paroles aussi de Difficult Common Sense sont totalement novatrices et complètement... c'est un peu une grosse intrigue d'ailleurs pour moi. C'est quand même un morceau qui est vraiment central, et c'est vrai qu'il n'y a pas de paroles. Alors après, c'est une super instru, hein. C'est le titre de l'album en plus. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je me posais la même question que toi, ouais. Alors, c'est quoi la question, pardon? Sur c'est par rapport à Difficult. Ouais, là, il y en avait par pas rapport vraiment, à Difficult. mais c'est pourquoi ce morceau instrumental, en fait, c'est vraiment un morceau central, et c'est le nom de l'album, et c'est un morceau qui fait quand même 7 minutes et quelques, pas loin de 8 minutes. Ouais, et c'est ça. Ouais, il est super ce morceau. Mais pourquoi ce nom d'album par rapport à ça, pourquoi un morceau instrumental à ce moment-là, voilà. Alors, c'est des idées, ça n'a pas été tellement très réfléchi à la base, c'est des idées qui nous sont venues comme ça au fur et à mesure, et puis on se dit tiens, si on faisait ci, si on faisait ça, puis les gens ils disent ah ouais, c'est une bonne idée, on valide tout ça, etc. Et Defeat, c'est un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand on a décidé de faire l'album, on s'est dit cet album, faut lui trouver un nom quand même, donc bon, et puis moi on a remarqué quand même que tous les morceaux entre eux, ils avaient quand même un thème un peu commun sur l'apocalypse, l'après, tout ça, etc., etc. Et on s'est dit, tiens, mais je sais même plus qui c'est qui a eu l'idée d'ailleurs du titre de l'album. Mais il y a un nous qui a dit à un moment donné, tiens, la défaite du sens commun, tout ça, ça illustrait bien un petit peu le thème de
qui était un peu en commun sur tous les morceaux. Et puis on avait ce morceau-là, ça faisait partie des derniers morceaux qu'on avait composés qui n'avaient pas de paroles. Et c'est pareil, en discutant, on s'est dit tiens, mais quand même, il est quand même pas mal ce morceau. On a fini par concevoir que ce morceau musicalement se suffisait à lui-même, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'y poser des paroles. En plus, comme vous l'avez remarqué, c'est un morceau qui est très long. Oui. 8 minutes, mais il est délibérément long, hein, c'est comme ça. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on serait pas, pourquoi est-ce que le nom de l'album, pourquoi ça serait pas un instrumental justement pour marquer le coup un petit peu, et on réfléchit, est-ce que ça sera pas pareil pour le deuxième album? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va garder un petit peu comme une petite marque de fabrique d'Unbroken sur les albums, où le nom de l'album sera un instrumental? C'est pas encore, on verra sur le deuxième, hein, qui est loin d'être fait encore. Mais on a trouvé sur le moment, l'idée nous a paru pas trop mal et assez originale, donc on a gardé ça. Ok. C'est chouette. Trop Et du coup, vous parliez tout à l'heure de cette espèce de fil commun, mais vous direz pas que c'est par exemple un album concept? Non, c'est pas un album concept dans le sens où il n'a pas été réfléchi dans ce sens-là. Ok. Après, quand on avait les morceaux, tout ça, etc., on s'est rendu compte qu'en les mettant dans un Saturnote, tout ça, en fait, ça racontait une histoire, quoi. Et ça racontait l'histoire de l'humanité qui décline et qui n'arrive pas à remettre de la rationalité, en fait, dans sa société, dans sa manière de faire. D'où la défaite du sens commun. Et on arrive jusqu'à l'extinction. Et voilà. Et en fait, le choix des morceaux, de l'ordre des morceaux, s'est articulé autour de ça, en fait. Et au final, on l'a validé, hein, donc forcément, on trouve que c'est une super idée. Forcément. Ouais, ça marche super bien. Enfin, Mais- c'est vrai que en termes de pacing de l'album, c'est vachement chouette. Ça marche vraiment très bien, quoi. Ouais. Même si c'est surprenant, enfin pour le morceau éponyme, c'est pas une mauvaise chose. C'est surprenant, mais c'est plutôt chouette en fait. Des fois, c'est cool d'être surpris, quoi. Merci du compliment, mais il faut savoir qu'il y a une partie qui est liée au hasard, quand même. Ouais. Comme quoi le hasard Non, mais fait c'est bien les vrai choses, que- comme on dit. Parce qu'au début, de mémoire, on n'avait pas choisi de la mettre là, et je sais pas si c'est toi, Fab, qui avait l'idée, ou Nico, mais de cet ordre-là, et en fait, on s'est dit, au début, je me suis dit non, on va pas la mettre là, et puis en fait, c'est vrai qu'à l'écoute, on s'est dit, ah ben ouais, en fait, pourquoi pas, Non, quoi, c'est HK. C'est HK qui a fait le. C'est bien ça que tu parles, Camille, l'ordre du morceau, là où il apparaît dans l'album. Non, on l'a décidé parce que HK Non, nous on l'a l'avait décidé. demandé parce qu'il voulait Ah pas oui, d'accord. prendre cette décision. Ouais. Ah, je pensais que c'était HK qui l'avait. Non, il nous dit. a demandé de lui fournir dans quel ordre on voulait les morceaux. Et nous, on lui avait demandé conseil justement, et il nous avait même dit non, mais les gars, c'est votre choix. Il avait botté en touche, puis il a eu raison finalement au retour parce que ça nous a obligés à nous investir et à prendre des décisions, puis à les assumer derrière, en fait, tout simplement. C'est vrai que l'ordre d'un album, enfin, comment t'empiles tes morceaux, c'est vrai que des fois, c'est hyper casse-tête. Ouais, C'est hyper c'est casse-tête parce compliqué. qu'il faut que tu gardes un fil conducteur tout le long, il faut que tu commences fort, mais il faut que au milieu d'album, ça soit pas trop faible et que la fin, ça soit pas mou. Enfin, il faut garder une ligne très. C'est un vrai casse-tête à mettre en place, c'est sûr. Et là, du coup, vous avez sorti un nom en parlant de tout ça, un fameux HK. Oui. Donc là, on va parler prod aussi. C'est vrai que sur un album, bon là, vous êtes avec nous et on est très très content. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre, qui sont ultra importantes. On a bien sûr tout ce qui est pour la prod, mix, mastering, les artworks, etc. Moi, je propose qu'on en parle dans un second temps, qu'on s'écoute un petit morceau. Vous avez pas mal parlé de Cannibal, donc on peut s'écouter ça tout de suite si ça vous dit. Et puis après, on reparlera un petit peu de cet album, Defeat of Common Sense, et puis on parlera un petit peu de ces fameux hommes de l'ombre et de plein d'autres choses. Ça marche. Bon, allez. Et on est de Ouais, retour. super morceau.
En effet. Sacré fin. C'est le final qui me. À chaque fois. Ouais, du coup, avant l'écoute de ce morceau, on parlait un peu des hommes de l'ombre, un peu cette prod qui est eu autour de l'album. Du coup, parlez-nous un petit peu de tout ça. Où est-ce que vous avez enregistré? Comment ça s'est passé? Pourquoi dans ce studio-là? Voilà, un petit peu tout ça, quoi. Bah, l'enregistrement, on l'a fait en Suède, hein, comme tu peux t'en douter. Suède, HM2 exactement. Exactement. Studio La Sunlight. ville en Suède, je sais pas si tu connais, c'est Poitiers. Si, très bien. Très joli port de pêche, d'ailleurs. Effectivement. C'est- Non, Euh, Ouais, tu vas vite, vas-y, explique, moi j'ai trop ouais, parlé. bah, si tu veux, allez. En fait, ça a été enregistré. Alors, je vais dire à la maison, vu que maintenant, voilà, on est la famille. Hein. Tout a été enregistré à la maison, dans le studio, dans le local de répète de Nico, justement. Donc, toutes les parties ont été enregistrées là. Il y a le mix master, on l'a envoyé au Vamacara. Ok. Donc, c'est justement HK du Vamacara qui nous a fait le mix et le master de l'album. Et on en est très content parce que le son, il est bien. Il est bien. Après, pour les détails, Fabien, il ira plus en profondeur. Ah, ouais, et puis Dieu sait si j'aime aller en profondeur. Coquine. Ouais, donc effectivement, on a enregistré à la base de l'album, on voulait le gérer nous-mêmes. On s'est dit, parce qu'on s'est dit à un moment donné, les mecs, on n'est pas des Mickey, on va faire notre son. Et puis on s'est rendu compte que c'était un vrai métier, en fait, de faire du son comme ça. Donc ça nous a très très vite rappelé à l'ordre. Et du coup, j'ai un immense respect pour les ingé sons et leur savoir parce que c'est juste d'une complexité dingue. Et donc, on avait quand même acheté du matos. On avait investi dans une carte son, on a investi dans des enceintes de monitoring, un ordinateur, etc. Du coup, on a quand même pu amortir une partie du matériel, effectivement, en gérant l'enregistrement à la maison, dans notre salle de répète. Et puis à partir de là, effectivement, on s'est mis à la recherche d'un studio. Donc on avait été d'abord voir chez les Canadiens, notamment chez le batteur de Cataclysme, qui est un super gars, vraiment sympa, qui nous a reçus, tout ça. Malheureusement, les tarifs étaient assez élevés. Ouais. Et pourtant, Dieu sait s'il a été arrangeant avec nous pour essayer qu'on puisse travailler ensemble parce que le projet l'intéressait pas mal. Mais ça restait quand même assez élevé. Et puis, on s'est dit, mais on va quand même, c'est notre premier album, mais on veut quand même quelqu'un qui a un peu pignon sur rue pour commencer. Et donc, on s'est tourné vers HK et au Vamacara Studio. Et là, c'est pareil, on a été super bien accueillis. On est encore tombé sur un mec vraiment, mais vraiment cool, vraiment sympa, très professionnel, et il nous a donné pleinement satisfaction à ce niveau-là. Donc voilà, et franchement, et puis il travaille vite et bien. L'album, il nous a mixé, masterisé l'album en 2 semaines, c'était fait, et de la plus belle des manières. Donc franchement, on était ravis. Une expérience qui va peut-être se reconduire à l'avenir, du coup. Il y a des chances qu'on refasse appel à lui pour la partie mix mastering, en tout cas, parce qu'effectivement, on a commencé à émettre le projet de refaire l'EP, les 4 titres, mais de A à Z, carrément les réenregistrer avec Mitch à la voix, bien sûr. Ok. Et puis, pourquoi pas l'offrir en bonus sur un second album ou des choses comme ça. C'est encore au stade de réflexion, tout ça. D'accord. Et du coup, les prises de son, ce sera un souhait de les assurer vous-même encore une fois ou les mettre dans les mains du studio? Alors, c'est contraignant, ça demande beaucoup de temps.
mais c'est quand même assez sympa à faire. Avec le recul, c'est quand même très sympa à faire. Parce que ça nous fait progresser, parce que ça demande une discipline assez intense d'enregistrer pour que ce soit propre, tout ça. En plus, le metal, c'est quand même une musique qui supporte pas trop l'approximation à ce niveau-là. Donc, ça oblige d'être ultra carré. Donc, ça nous a globalement, je pense, tous fait progresser sur le plan musical. Donc, moi, ce serait à refaire pour le prochain album. Je pense que je le referai. Après, ce qu'on aimerait bien vraiment, peut-être que là, pour la batterie, on fera appel à un enregistrement acoustique, à un studio, parce qu'une batterie, c'est quand même très complexe à gérer, par contre. Et là, je pense qu'on n'a ni le matériel, ni les compétences pour gérer un bon enregistrement de batterie. D'accord. Et du coup, la batterie sur le premier album, ça a été enregistré par vous? Mais c'était du MIDI, du coup? Alors, c'est Nico Srella, il en parlerait mieux. On a cette volonté quand même d'enregistrer une batterie acoustique. Après, faute de moyens et c'est une batterie programmée, mais qui est quand même beaucoup travaillée, parce qu'aujourd'hui, avec les logiciels, il y a quand même moyen de gérer tout ce qui est vélocité, contretemps, tout ça. Et Nico a quand même passé énormément de temps à programmer sa batterie pour que ça soit à la manière dont lui il la joue, avec les accentuations là où il faut, etc. Et toujours en gardant à l'esprit de ne pas programmer quelque chose qu'on ne peut pas jouer. Ça, c'est notre ligne de conduite. C'est de la programmation à 100%. Excuse-moi, Julien, je te coupe, mais c'est de la programmation à 100% là, du coup. Il n'a pas enregistré sur mettons une batterie électronique qui pourrait à peu près non, avoir parce cette qu'on n'a pas attention de jeu aussi. Ouais. C'est ce qu'on avait fait pour l'EP, c'était sa batterie, c'était Léo, c'est lui qui nous a mixé l'album du Z-Lab, qui nous avait fait l'EP, et il avait enregistré sa batterie, effectivement, mais il avait pris que l'impact pour de toute façon que ça soit transformé en MIDI derrière, et après pour gérer les niveaux de manière beaucoup plus simple. Là, on n'a pas eu cette occasion d'installer tout ça, donc là, effectivement, c'est une batterie 100% programmée, mais il y a quand même un gros taf derrière, et notre souhait pour le prochain album, c'est de vraiment avoir une batterie enregistrée en acoustique. Voilà, ça nous plairait vraiment au niveau du rendu. Mais là encore, quand j'écoute l'album, on sent pas ce côté numérique, parce que HK a su vraiment humaniser ça de la meilleure des manières. Il est vraiment balèze, quoi. Il est vraiment très très balèze là-dedans. Et donc ça, c'est le point qu'on va essayer de travailler pour le deuxième album, de toute façon, parce qu'on est quand même conscient qu'avoir une vraie performance musicale derrière est quand même très importante. Complètement, ouais. Non, mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas l'impression, en fait. Moi, j'aurais pas dit. Franchement, j'aurais pas dit que. Je me suis dit peut-être que ça a été enregistré sur une batterie numérique, et exporter le MIDI et après mettre dans des samples, parce que souvent c'est une partie. C'est la partie c'est la façon la plus. On va dire la moins chère de faire ça et d'avoir quand même une performance. Et la plus rapide aussi. La plus rapide, ouais. Mais franchement, c'est vraiment très bien humanisé. Parce que pour moi, c'était une performance qui était jouée, quoi. Donc, merci du compliment. Enfin, c'est HK surtout qui a fait le boulot. Enfin, HK, puis parce que Nico a beaucoup passé de temps justement pour gérer les accentuations, tout ça. Et je pense que ça participe grandement à l'humanisation de la batterie. Sacré taf. Sinon, on peut parler peut-être un peu de l'artwork. Oui, aussi. Je vais encore prendre la parole parce que on a géré tous ensemble, mais c'est vrai que j'étais le principal interlocuteur à ce niveau-là. Ok, je vais juste le remontrer du coup. Hop, pendant que. Vas-y, tu peux continuer à parler, il n'y a aucun problème. Donc, l'artwork, c'est pareil. On a décidé de faire appel à Beats Arts,
que vous trouverez sur tous les réseaux sociaux, qui nous a fait là aussi un super taf, vraiment. On était, quand il nous a présenté la pochette, quand on l'a reçu, on l'a dit mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Et là aussi, ça s'est fait petit à petit. On avait une petite idée de départ de ce qu'on voulait. Et puis, il a su concrétiser nos attentes. Donc là aussi, c'est assez controversé parce qu'on a fait appel à l'IA pour la génération, mais l'image de base, en fait. Vraiment que l'image de base. Pour caractériser aussi un peu ce type d'album, Defeat of Common Sense. Mais pareil, Blitzart a su s'accaparer le travail, Lightworks, et a fait un travail de malade derrière pour lui donner quand même une personnalité bien à elle. Donc la composition, tout ça, on lui a donné juste voilà ce qu'on voulait, comment on voyait ça. Et il a su bien choisir au niveau des couleurs et arranger ça de la meilleure des manières, quoi. Et effectivement, l'artworks est très très bien reçu par l'ensemble. On n'a que des compliments concernant l'artworks. Et ça fait partie des choses dont on est très fiers aussi. C'est une belle façon bizarrement, bizarrement, on nous fait pas trop, on s'emmerde pas trop vis-à-vis que il y a quand même une partie IA, vu que c'est un peu en ce moment, c'est limite une inquisition, quoi. C'est limite une inquisition. Après, donc tant mieux dans un sens, quoi. Mais là, c'est un choix délibéré, très clairement. Ah, complètement. Et puis après, ça colle avec le thème. Ça colle avec le thème de l'album, donc... Ça colle avec le thème et tout. Puis c'est plutôt bien réussi. Puis c'est une bonne façon, je trouve, de détourner l'IA, en fait. Cette espèce de repasser derrière et de refaire un truc qui va humaniser. Je trouve que c'est plutôt une bonne façon de détourner un peu ce système qui est qui peut être un peu véreux dans pas mal de cas. C'est vrai que c'est un truc où... c'est beaucoup on leur nourrit d'artwork d'artistes qui sont jamais rémunérés derrière. C'est vrai que ça peut poser un peu des problèmes. On a eu justement cette discussion dans Tel Périon récemment, mais en tout cas ouais, c'est super artwork, quoi. C'est assez dingue et je trouve que dans le thème ça cadre carrément bien et le résultat est assez fou, quoi. Ouais, c'est vrai que le IA c'est un gros sujet. Après, ça dépend comment c'est perçu. Est-ce que c'est perçu comme un outil? Est-ce que c'est perçu comme une assistance? Tout dépend de la vision de chacun. Après, on se doit respecter les avis de chacun. Voilà, pour notre part, c'est un choix qui est assumé à 100%. Après, la composition de base, je pense qu'on l'avait déjà un peu proposé à la main au niveau du projet, oui. quoi. Mais effectivement, il y avait pas mal complètement. de travail. Les éléments avec les nuages, les fumées, tout ça, la ville en ruine, ça c'était déjà dans le cahier des charges. C'est des choses qu'on avait déjà réfléchi ensemble, qu'on avait déjà plus ou moins proposé par rapport à ça. Et c'est vrai que ça matche bien, en fait. Et c'est toujours intéressant. La force de Blitz, c'est d'avoir su garder notre idée première tout en y apportant tout son talent, en fait. Et vous pouvez aller le voir sur Facebook, il poste pas mal de choses. Là, il fait justement, pour ceux qui pensent que l'IA c'est pour les gens qui n'ont pas de talent, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait, parce qu'il dessine à la main aussi, de manière totalement traditionnelle. Et c'est vraiment très sympa ce qu'il fait. C'est Blitzart, c'est ça? Tu l'appelles comment? Oui. Blitz apostrophe Arts. Ok, je l'ai. Vous pouvez aller voir ça sur... Moi, je suis un vieux de la vieille, donc j'ai que Facebook. Je n'ai pas Instagram, tout ça. 40 ans, c'est Facebook, il n'y a pas photo. Mais il est présent sur Facebook, et puis vous le trouverez aussi. Il a un Insta, je crois, aussi, de disponible. Et il poste très régulièrement des compos qu'il fait qui sont vraiment très sympas. Son dernier triptyque qu'il a posté aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as vu passer,
Ah ouais, mais j'ai vu passer, ouais, il défonce, ouais. là, t'as mon côté death metal qui dit mais oui, mais oui. Ah, mais... bah, peut-être que pour la prochaine possède, peut-être qu'on fera appel à lui dans un style justement plus trad, hein. Pourquoi pas? Ouais. Ouais, c'est ce que je veux dire. Du coup, peut-être que là aussi, il y a quelque chose à refaire en fait avec finalement les mêmes personnes. Si ça fonctionne plutôt bien et que ça correspond à ce que vous voulez aussi, c'est peut-être une récurrence qui peut être intéressante à avoir pour garder une certaine image. Bon, ça peut être dans le son, mais même au niveau esthétique avec ces artworks-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent souvent avec les mêmes artistes pour avoir une cohérence au niveau de ces artworks dans le temps et pourquoi pas un début d'aventure avec Blitzart du coup. Ouais, bah, surtout toutes les collaborations, que ce soit avec Kashka, que ce soit avec Blitzart, se sont passées merveilleusement bien. Alors, on s'est jamais rencontré de visu, c'est un peu le seul regret que je pourrais nourrir aujourd'hui. On s'est jamais dit un jour, tiens, on va monter au studio chez Vamakara, je vais y arriver. Tiens, on va aller voir Blitzart dans son studio. On n'a jamais fait l'effort d'y aller, mais si on retravaille avec eux, j'aimerais bien un jour qu'on se voit vraiment, qu'on se prenne une bière ou deux, ou 3 ou 4 ou 18, et qu'on puisse échanger de vive voix, parce que les rencontres par téléphone, les visios, c'est chouette, mais à un moment donné, avoir vraiment les gens en face, c'est encore mieux, je pense. C'est plus sympa, surtout le Vamakara, finalement vous êtes de Poitiers, il est pas très loin de chez vous en plus. Vamakara, il est à Chartres, je crois. Ouais, ça reste un Nantes. peu dans le... Ouais, Nantes, non? plus Pas Nantes. vers Nantes, il me semble. Je sais pas si Non. c'est pas Chartres, je crois, mais ça reste pas très loin, ça reste Ah, de c'est pas notre très loin, côté, ça reste dans le coin de la du bon France, voilà, côté. c'est ça. Donc, ouais, pourquoi pas y passer à l'occasion, ouais, c'est sûr. Ouais, on peut peut-être parler. Vous êtes signé du coup chez Great Dane, c'est ça? Vous pouvez peut-être Ouais. peut-être nous expliquer comment ça s'est passé tout ça? Vas-y, Mitch, ça c'est ton créneau, c'est pas le mien. Ben, comment c'est passé enfin, je me rappelle au début quand je suis arrivé dans le groupe, parler de label, c'était presque, enfin, c'était pas pensable en fait pour euh, pour le groupe parce qu'ils voyaient ça comme trop gros pour eux quoi, en fait à l'époque. Et on leur disait non mais en fait un label, enfin, c'est cool parce que justement ça ouvre vachement de visibilité. Ton groupe n'est, on va dire, un peu moins considéré comme groupe local, quoi, en fait. T'es un peu plus pris au sérieux. Et surtout, l'album qui est là, enfin, pour moi, je trouve que tout était fait pour être signé sur un label. Que ce soit l'artwork, justement, les compos, le son, tout est là, ça sonne assez pro. Et il fallait vraiment tenter le coup, quoi. Donc je les ai un peu secoués. Et un peu, enfin, c'est même pas secoué, je vous ai carrément fait chier avec ça, quoi. Un truc de fou. Et, Ça nous a bien cassé les couilles. Hein. ah ouais, carrément. Comment te dire? Et puis après, voilà, après j'ai checké plusieurs labels différents, même si j'avais un peu en tête Graden, parce que Graden, ben, avec Exxon, on avait bossé avec eux. On avait signé chez eux, et puis globalement, nous, ça s'était plutôt pas mal passé, quoi. L'album il est distribué au niveau mondial, quoi. Donc tu le trouves au Japon, tu le trouves aux États-Unis. Enfin voilà, c'est vraiment ça t'ouvrait plein de visibilité, ça te poussait vraiment les portes, tout. Et après j'ai envoyé l'album à Raph et il m'a répondu, il m'a dit ah tiens c'est ton nouveau groupe. Je lui ai dit ouais. Puis tout de suite il nous a dit ouais ben ça m'intéresse, ok je vous signe quoi. Super, Donc, super. Et donc, c'est lui qui gère, cool, c'est lui qui gère la promo aussi de tout ça. C'est pas juste un contrat de distribution là que vous avez. c'est essentiellement de la distri, mais par contre, lui, dans son contrat, c'est un vieux de la vieille, en fait. Il est vraiment, il est old school à donc, quoi, le gars. Donc, en fait, il a vraiment un putain de réseau. Et le Scud, il l'a envoyé, mais vraiment partout, quoi. Même, je crois, même avec XM, on n'a pas eu autant de chroniques qu'on a là avec Unbroken, quoi. Et les trois quarts des chroniques qu'on a eues, c'était que de la chronique étrangère.
Et ça, par contre, c'est cool, quoi. Et toutes les chroniques, eh ben, enfin, t'as l'impression qu'ils se sont passés le mot parce qu'elles se ressemblent toutes. Tu vois, on a à peu près la même notation. Euh, et puis tu sens que les gars, ils ont vraiment pris le temps d'écouter l'album et ils l'ont décortiqué. Et ça, ben, ça fait hyper plaisir, quoi, en fait. C'est gratifiant, quoi. Ouais, c'est sûr, quand on reçoit des promos et qu'on sent que l'album a été vraiment écouté plusieurs fois dans le détail, comprendre ce qui se passe Mm. et en faire un retour positif, pas juste dire ah bah là c'est bien, ça tabasse bien, et puis là celui-là est un peu plus calme, qui sont des chroniques sans trop d'intérêt, mais il y en a des chroniques qui sortent comme ça et c'est dommage. Et quand on a des choses qui sont voilà, un peu plus constructives, c'est vrai que ça fait plaisir déjà d'avoir eu quelqu'un qui a passé du temps, même que ce soit positif ou négatif, hein, au final, sur ces morceaux. Mais là, pour le coup, pour Unbroken, j'ai suivi un peu les chroniques au fur et à mesure de leur sortie, et c'était quand même plutôt positif, quoi. L'album, il a plutôt tapé fort, et la notation est plutôt bonne, quoi. Donc ça fait d'autant plus plaisir, quoi. Bah, À notre grande carrément, quoi. surprise, à notre grande surprise, quand on voit le niveau musical ou du chanteur, on se dit mais c'est inespéré des chroniques comme ça. Ah, en plus, on comprend pas ce qu'il dit. Ah, non, c'est ça. Ah non, mais D'ailleurs, si je c'est peux, vrai si je que peux en rajouter. effet, Vas-y. vas-y mon Mitch. Je peux Non, rajouter quelque chose qui finis. n'a rien à Ouais, voir. On pouvez va le pas faire. y arriver. C'est Vas-y, possible. mon Mitch, Allez. vas-y. Je vais dire Un, deux, Mitch. un dernier truc, mais qui n'a rien à voir avec l'album parce que depuis tout à l'heure j'y regarde et c'est en train de m'énerver. En fait, Fabien, comme vous le voyez là, il est debout. Il est pas. Ah oui, c'est vrai ça. Ah oui, c'est vrai. Il est debout. Voilà. Attends, je descends de ma chaise. Voilà. Putain. C'est ça que je voulais souligner. Maintenant, c'est bon. Voilà. Ah voilà, il se fout de ma gueule parce que je suis plus proche du Hobbit que de l'homme, hein, c'est pour ça. Sosie officiel des Ah, non, Mais qui Oui. sauve la Terre du Milieu, j'ai envie de dire. C'est ça. pour en revenir aux chroniques, effectivement, on est même les premiers surpris parce que ça fait toujours plaisir effectivement de recevoir des chroniques comme ça sur un travail. Ça fait 4 ans qu'on est dessus quand même. Donc quand on a bossé dessus pendant 4 ans et qu'on a ces retours-là, ça fait du bien à l'ego hein, quand même. Hein. On se dit tiens, on n'a pas bossé pour rien. Et c'est vrai que ça, comme vous dites, quand on voit les journalistes qui ont écouté l'album, qui font une chronique bien détaillée, qui sont capables de donner des conseils et à partir même si c'est des avis personnels, à partir du moment où ils sont argumentés et tout ça, même ce qu'on pourrait prendre pour des critiques négatives ne le sont pas en fait, parce que ça va nous permettre d'avancer aussi sur notre prochain travail, de nous recentrer sur certaines choses ou pas, parce que quand on a la tête dans le guidon, des fois c'est pas forcément évident de voir où est-ce qu'on va sur cet album, et il y a guère que ces chroniques-là qui à un moment donné ils sont capables de nous ouvrir les yeux sur le travail qu'on a fourni. Donc on est très reconnaissant, pareil encore, hein, à Great Dane aussi, d'avoir, en plus de nous assurer la distribution, d'avoir assuré une promo qui, en ce qui me concerne, dépasse mes attentes. Et puis face aussi à tous ces journalistes qui ont pris le temps de prendre le CD, d'écouter et d'écrire des articles, et en plus d'en dire du bien. Donc tout va bien. Bon, mais c'est mérité, de toute façon, s'ils en disent du bien, c'est sûr qu'on a écouté deux titres là, c'était... Enfin, moi j'ai beaucoup aimé l'album en tout cas, voilà, je l'ai écouté Merci. plusieurs fois, bon déjà pour l'interview, mais même dès la sortie, je crois que je l'ai écouté le jour de la sortie, et non, vraiment super en tout point, quoi. Et du coup, pour la suite, niveau projet, là, donc bon, vous parlez d'un deuxième album, est-ce que vous avez, de manière très large, hein, une idée de quand ça pourrait sortir? Est-ce que vous avez d'autres projets à côté de ça, des dates, des festivals, des tournées, je ne sais pas, voilà, dites-nous un Alors, en ce petit qui peu l'avenir concerne d'Unbroken. Alors l'avenir d'Unbroken, alors déjà bon, au niveau de l'album là je vous donnerai pas de date parce que déjà avec le premier on a galéré déjà pour le sortir. Ok. En temps, enfin il aurait dû sortir bien plus tôt à la base et puis ça s'est repoussé, les échanges se sont repoussés.
Et puis il faut dire ce qui est pour l'instant, il y a quelques morceaux qui commencent à émettre, mais on n'a pas encore de. Enfin, c'est en cours d'écriture, hein, puis on n'a pas Nico, enfin et nous tous, on n'a pas un débit de production très élevé. Donc on ne sait pas quand est-ce il sera prêt. Ne serait-ce que les chansons, les compositions encore, hein, il n'y en a pas encore une qui est aboutie, elle reste encore à l'état de travail. En ce qui concerne les dates, on en a quelques-unes en 2024 qui vont se faire. Camille, tu peux m'aider parce que j'ai la mémoire un peu à l'ouest en ce moment. Ouais, donc on en a une à Angoulême, ça doit être en mars. C'est quoi, c'est le 9, c'est ça? Le 9, ouais, je crois que c'est le Donc on 9. va être ouais. au show. Oui, c'est le 9. C'est Le le 9, oui. Voilà, au showcase, donc en plein centre-ville, ça va être sympa tout ça. Il y a une scène, un bar à côté, il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, on sera aussi en septembre. Je crois que c'est en septembre la deuxième, ouais. Ouais. Et ça, c'est chez tes potes, Mitch, je crois. Ouais, c'est le 21 septembre au Cube de Châteauroux. C'est ça. Donc, jolie petite salle au 9 Cube avec une scène assez sympathique. Et je crois que pour l'instant, ce sont les deux seules dates qu'on a de prévues. On a été conviés à un festival au Chiré Metal Fest, mais malheureusement, on n'est pas dispo sur les deux. Il nous a proposé 2 dates, mais on n'est pas dispo sur les 2 dates. Mais on aurait bien aimé y retourner parce qu'on a déjà joué avec eux, le Chiré Metal Fest. Les organisateurs, Sylvain et Dom, pour pas les nommer, sont 2 personnes en or qui nous soutiennent depuis pas mal d'années déjà. Et on les remercie aussi beaucoup pour ça parce que ils nous ont permis à goûter à des conditions de jeu assez intéressantes. Et malheureusement, cette année, on a été réinvités, mais on n'a pas pu répondre positivement à leur invitation. Après, en ce qui concerne les dates, c'est toujours un sujet qui est très complexe. Au niveau de la conjoncture, je pense qu'on n'est pas le seul groupe à être confronté à ça, mais c'est très compliqué de trouver des dates sur des festivals, etc. parce que ils sont blindés, quoi. Ça, c'est Mitch qui gère qui essaye de gérer le booking. Il fait ce qu'il peut, le pauvre, mais C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on vit aussi, et c'est vrai que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai l'impression que depuis le Covid, c'est un peu plus compliqué, quoi, de trouver Ouais. des dates. J'ai l'impression qu'avant, c'était plus simple, quelque part, mais c'est peut-être moi qui bug là-dessus, mais je sais pas vous, comment vous le vivez de votre côté. Non, pour moi, Moi, c'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est depuis le Covid a cassé un truc. Alors, soit ça a cassé un truc du style que maintenant, les salles, c'est très très compliqué pour arriver à programmer et puis surtout pour pouvoir honorer leur engagement vis-à-vis des groupes financièrement parlant. T'as ça, et t'as la deuxième école où, oui, mais le Covid a fait du mal, vous pouvez venir jouer, par contre, vous n'êtes pas payé. Il y a ces 2 écoles-là. Je pense qu'il y a aussi, il y en a vraiment qui en chient pour s'en sortir, et t'en as par contre, c'est ni plus, je vais être cash, mais c'est ni plus ni moins un peu des profiteurs, quoi. Ok. Ouais, c'est. Après, il y a eu aussi, juste après le Covid, une période où vraiment il n'y avait plus de concerts du tout. Les petits concerts, tout ça, ça a duré. Enfin, nous, à Poitiers, ça a duré quand même un petit moment avant que les petits bars commencent à refaire un petit peu des concerts. Là, ça commence à aller mieux. Mais... Moi, je pense qu'il faut laisser le temps au temps aussi par rapport à tout ça, et petit à petit, on espère que ça revienne un petit peu comme avant. Et puis, surtout, je pense aussi, ce qui est important, c'est d'aller soutenir justement des groupes comme Unbroken, qui c'est très chouette d'aller voir des gros groupes dans des grandes salles. On prend une calotte monstrueuse, et c'est un super moment qu'on passe. Après, il y a aussi plein de petits groupes, des petites pépites qui passent à côté de la maison pour 5 balles, et je pense que c'est tout aussi important d'aller soutenir aussi ces groupes-là. En plus, on passe une bonne soirée, on boit une bière, et puis c'est quelque chose qui est important aussi. Enfin, là, je parle personnellement, mais voilà, je pense qu'on sera
est tous d'accord ici pour dire ça. Oui, puis là, l'avantage quand c'est comme ça, c'est la proximité que tu peux avoir avec les artistes. Justement, tu peux faire des belles rencontres, même quand tu es dans le public en tant que spectateur. C'est des gens, tu peux aller voir, discuter avec eux, et c'est juste génial, quoi. Non, c'est clair, faut qu'on se serre un peu tous les coudes, je pense, sur cette scène métal, et puis qu'on s'invite au concert des uns des autres, qu'on aille se voir, qu'on travaille ensemble, quoi. C'est beau ce que je dis. Carrément. C'est fou, C'est magnifique. Ah là là. Dans un Disney, c'est waouh. D'ailleurs, au Chiré Metal Fest, on y sera sûrement, mais pas tous, quoi. Voilà, dans le public, avec une bonne bière. Oui, on ira. Bon, on les salue, et puis même si même les organisateurs du festival veulent passer ici, discuter un petit peu, parler de ce festival-là, je pense qu'avec Julien, tu es d'accord avec moi pour soit ouvert aussi pas qu'au groupe finalement, mais aux organisateurs de festivals, de concerts, justement pour remplir les salles, montrer que ces événements ils sont importants, et pour tout le monde, les musiciens, les organisateurs, tout ça, je pense qu'ils sont les bienvenus, en tout cas s'il y en a qui nous écoutent ici. Mais, on pourra vous passer leurs coordonnées sans problème. C'est deux gars qui sont géniaux, Sylvain et Dom. Alors il faut être vigilant, c'est des motards, ils ont un certain âge, donc il faut être gentil avec eux. On est gentil. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent une petite crise cardiaque, mais à côté de ça, ça sera super, et ils répondront à votre invitation sans aucun problème. Bon, avec grand plaisir en tout cas. Julien, est-ce que tu as d'autres questions, toi, à poser à nos amis du soir? Écoute, je pense qu'on a à peu près tout couvert sur la musique. Après, nous, on est aussi parti pour faire un peu de gaming. Est-ce que vous êtes gamer par le plus grand hasard? Non. Non. Non, du tout. C'est tout sur Discord, je ne dis pas. Je sais pas si tu vois derrière, mais j'ai un tas de. On voit une petite Dreamcast, des trucs comme ça. Je joue, je rétro collectionne, je fais tout. Ça fait partie d'un commun, parce que même Nico aussi il joue pas mal. Y a que toi, Camille, qui joue pas trop en fait. Ouais, pas trop. Ouais, j'ai arrêté pour la guitare à l'époque. Ouais. T'as fait un choix. Je vais finir par craquer. Il joue dans les douves. Les douves. Et on dira pas avec quoi. Ni avec qui. Le joystick. Waouh. Ouais. Je comprends pas. Ça va être 22h, c'est pour ça. C'est de la private joke. Ça a l'air, ouais. Et du coup, là, si vous aviez un jeu de prédilection chacun. C'est que le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Et ben moi, j'en demande qu'un. Faut faire un choix. Ouais, vas-y, Mitch, commence le temps que je réfléchisse, parce que faut que je me mette d'accord avec moi-même là, et c'est compliqué. The Witcher. Ouais. The Witcher 3. Le classique. Sans aucune hésitation. Hein? Que tu as fait combien de fois, du coup? Beaucoup. beaucoup. Là, concrètement, je suis à plus de 500 heures. Beaucoup, quoi. Donc. Ok. Nono, parce que Nono, tu joues pas mal, toi, Nono. Tu joues trop, même, toi, Nono. Je crois même que ouais, je sais, ouais. Mon jeu de prédilection, c'est... on va le dire, c'est Ark, hein, mais... Après, j'en ai d'autres. Mais bon, celui-là m'a fait passer pas mal d'heures dessus. Ouais. Vraiment pas mal. On pensait même... on avait parlé avec Julien de faire des soirées Ark sur nos soirées gaming. Donc si à l'occasion t'as envie de passer faire une petite partie avec nous, écoute... si ça te parle un peu, bon, je vais en choquer quelques-uns, hein, mais c'est du 3600 heures. Ouais, donc si tu veux nous apprendre à jouer à Ark, voilà. C'est possible. Ah ouais. Donc, mais t'as eu le temps de faire des gamins? Nono, c'est notre, oui. C'est notre geek, et c'est notre Tokotorep aussi. Tu vois. Et voilà, comme il est un peu handicapé, il se réfugie dans le jeu vidéo en fait pour oublier sa situation. Je sais pas à quel point ils sont sérieux. Oh putain.
Ouais, non, mais on aime bien notre Nono, on t'aime bien Nono, tu sais. Bah écoute, c'est l'essentiel, hein, tu vois. Voilà, exactement. Voilà, tu vois, voilà. Ben, il est bassiste en même temps. Bon, on connaît tous la situation des groupes sur les bassistes, tout ça. Bon, ben, nous, malheureusement, on est à mort dans le stéréotype. Ouais, C'est clair. le gars qui traîne avec les musiciens, quoi. Voilà, exactement. Très bien. Ouais. Ben voilà. Voilà. Alors pour venir en moi, alors moi je vais tricher un peu. Je vais pas parler. C'est pas un jeu, moi, c'est une série surtout. J'ai très longtemps. Alors je suis un peu déçu par le dernier, mais un peu comme tout le monde. Mais ma série de prédilection, c'est Diablo. Joueur depuis du premier. Voilà, le 4, je l'ai pris chez Mi, mais j'ai lâché assez rapidement parce que voilà, ça tourne en rond un peu. Je trouve pas l'intérêt que j'ai trouvé dans le 2 ni dans le 3. Mais la série Diablo reste quand même une série phare. Et puis j'en ai une deuxième, c'est les Final Fantasy aussi. Ça, c'est Ceux-là. des séries qui sont. Je les ai tous faits. Et d'ailleurs, je suis assez déçu. J'en profite pour passer un gros coup de gueule à PlayStation que je joue sur Xbox. Je suis désolé. Et, du coup, l'exclusivité. Et là, j'ai pas pu goûter au dernier. Et franchement, c'est trop de la merde. Hein. C'est un peu relou, mais S'ils nous écoutent, voilà. Voilà. C'est de leur coûter une espèce de fortune pour avoir l'exclusivité pendant, je crois, 6 mois. Parce que je crois que c'est ça pour le remake de Final Fantasy VII. Je crois qu'ils ont l'exclusivité jusqu'à juin ou un truc comme ça. Donc, Ouais, mais malheureusement, il sortira pas sur Xbox, il sortira que sur PC, je crois, un truc comme ça. Donc même sur Xbox, et ça me fait chier parce que j'ai joué sur PC, j'aimais bien, mais ça est devenu trop cher quand je vois le prix des cartes graphiques, tout ça, enfin du matos, ça devient n'importe quoi. Et c'est pour ça que je suis rabattu sur console à un moment donné parce que ça permet de jouer quand même à moindre coût. Faut pas se leurrer. Et je suis un peu frustré de pas pouvoir redécouvrir parce qu'en plus Final Fantasy, c'est un peu une pierre angulaire. Et de pas pouvoir jouer au 7 remake, c'est assez frustrant. Mais je le vis bien quand même. C'est l'essentiel. Bon, après, moi, je peux aussi. Allez, Ah, vas-y. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Moi, c'était le 8 qui était pour moi le meilleur, mais après. Final Fantasy Ouais, VIII. il est très bon aussi. Ouais. Ah, ouais, j'ai un gros problème avec Final Fantasy VIII, mais je trouvais que le héros était pas. Enfin, il faisait un peu ado attardé, quoi. Mais Ouais. Par contre, dans le 8, il y c'était a un peu j'ai mal à un la excellent jeu de cartes. Ouais. le jeu de cartes était assez fou, ouais. C'est vrai que je me retrouvais pas mal à juste me loguer enfin, juste lancer le jeu pour jouer au jeu de cartes. Les triades. Ah ouais, le jeu de cartes est fabuleux, mais Voilà, Cam, c'est à toi. Ouais, je peux citer un vieux jeu aussi de l'époque avant que j'arrête les jeux vidéo, c'était Frontier Elite 2 sur mon Atari STE. Ça, c'était ça, bien. ouais. C'est avant mon On avait époque, des je crois. premiers les jeux qui tenaient sur une disquette, pas les. Ça s'appelait, c'est pas les 5 pouces un quart, c'est les. Je sais C'est les 3 pouces. 3 pouces et demi. c'est 3 pouces et demi, et puis tu avais des 10 milliards d'étoiles et de trucs à explorer, donc c'était bien cool. J'ai dû en passer des heures là-dessus. Ouais. Je pense que c'est peut-être à cause de ça que j'ai arrêté aussi, je sais pas. Un truc, Ah ben c'est sûr que le jeu vidéo c'est chronophage et c'est vrai que ce jeu-là, déjà à l'époque, c'était assez hallucinant le contenu qui tient dans une disquette. C'était assez incroyable. Cool. Et du coup, bah, en tout cas, ça nous donne un peu de trucs parce qu'on était parti faire un peu de rétro gaming aussi. Donc, Ouais. on testera sans doute pas mal de trucs comme ça. Quelques idées à creuser, ouais. Ouais. Pour faire ça. Ouais, ça marche. Ouais, ça c'est. Genre le rétro gaming, c'est la folie. Puisqu'on en a parlé rétro gaming, qu'est-ce que vous pensez des prix pratiqués en ce moment sur les jeux rétro? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de jeux rétro. Les derniers que j'ai achetés, c'était de la Super Famicom. Et c'était il y a plus de 15 ans.
Et ça allait encore. Enfin, on trouvait des trucs qui étaient pas super chers. Mais je sais pas Ouais. trop ce que ça vaut maintenant en fait. C'est hors de prix. C'est C'est devenu un niveau. c'est un peu le truc des objets de collection en fait, peut-être. Est-ce que C'est à un ça. moment Ouais, donné, mais Tout à fait ça. ouais, c'est un peu. C'est toujours pareil. Enfin, c'est pareil, c'est sujet à des grands débats. Mais bon, moi, je suis collectionneur, mais je suis avant tout joueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je m'achète un jeu, c'est pour pouvoir y rejouer. C'est pas un jeu. faut le mettre sur le store, quelque part, ouais. Voilà, il y en a, ils achètent, ils le posent sur la tablette, ils sont contents, ils ont le jeu terminé. Et il y a des fois, putain, il y a des jeux, j'aimerais bien y rejouer, quoi, mais putain, quand je vois le tarif, enfin, aujourd'hui, je suis pas prêt, dans un jeu Mega Drive, je suis pas prêt à mettre 200 balles dans un jeu Mega Drive juste pour jouer au jeu, quoi. Ah, c'est ces tarifs-là maintenant? Et Ah ouais. comment? C'est ces tarifs-là du coup. Ben ouais, alors pas tous, quoi, mais ouais, enfin, c'est devenu un jeu à 200 boules, ça devient régulier. Enfin, voilà, tu prends un Shining Force ou un Shining Force 2 sur Mega Drive, tu le touches pas à moins de 150 balles, quoi. Voilà, c'est un peu abusé, quoi. Alors d'accord, c'est des jeux qui sont excellents, tout ça, mais c'est des jeux qui sont hyper bien vendus, donc c'est des jeux quand même qui sont pas si rares que ça. Et je pense que la cote se justifie pas forcément. Mais toujours pareil, c'est l'histoire de l'offre, de la demande, tout ça. Bon, Une ça histoire se de mode discute, aussi mais par rapport à ça. Ouais, sans doute. Je disais une histoire de mode aussi par rapport à ça qui revient beaucoup en ce moment, depuis quelques années aussi. ouais, mais ça a pas l'air de vouloir s'atténuer quand même. Non, je pense que ça va rarement dans l'autre sens, hein. C'est vrai qu'à moins qu'il y ait vraiment un désintérêt complet pour un truc, mais je pense pas. Enfin, il y a quand même. Enfin, les jeux vidéo, je pense que c'est vraiment entré dans la pop culture assez profondément maintenant. Donc, Ouais. les collections, enfin, l'idée de collection, elle partira pas, quoi. Non, parce que en plus, parce que tu sais, t'as certains trucs, je pense aux collectionneurs de jouets, par exemple, des vieux jouets. C'est évident que les collectionneurs de vieux jouets, ça va disparaître avec eux. C'est-à-dire que parce que ça fait appel à la nostalgie, tout ça. Et tu prends un gamin qui a 15 ans, il sera jamais fan des jouets Cosmocats ou des jouets Musclor, tout ça, parce qu'il n'a pas vécu ça, il connaît pas les séries, il n'y aura pas ce même attrait, donc tout ça. Le jeu vidéo, lui, c'est quelque chose qui monte, qui est toujours là, qui est toujours présent. Et je suis assez d'accord avec ton analyse, quoi. C'est-à-dire que tu as toujours des jeunes qui vont aller chercher d'où vient tel genre, d'où vient telle chose, tout ça, etc. Et je pense qu'aussi, parce qu'un jeu vidéo, pour moi, hein, c'est un média qui se consomme comme un bouquin, comme un film, comme un truc comme ça. Moi, aujourd'hui, si je joue à un jeu vidéo, c'est pour profiter de l'histoire, de tout ça, etc. Et puis, au même titre qu'il y a des jeunes qui écoutent des vieux albums, des vieilles chansons, il y aura toujours des jeunes qui iront chercher du jeu vidéo intéressant qui a marqué l'histoire. Ouais, c'est clair. C'est évident. Parce que justement, t'as la composante histoire du jeu qui fait que, dans certains cas. Enfin, moi, je pense notamment. On parlait de jeux de prédilection tout à l'heure. Moi, un de mes jeux de prédilection, c'est Xenogears. Et l'histoire, elle est complètement folle, en fait. Et j'ai jamais retrouvé quelque chose d'aussi. Enfin, d'aussi développé, aussi barré, parce que c'est vraiment fou en fait. Enfin, le concept il est assez. J'en entends beaucoup parler de Xenogears et c'est une série, j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser et c'est peut-être quelque chose qui manque à mon arc. Franchement, si t'as 70 heures devant toi, fais au moins Xenogears. C'est un autre problème. C'est un peu le truc. C'est un peu le problème, c'est que c'est un vieux RPG à la japonaise, donc c'est quand même relativement long. Mais l'histoire elle est vraiment folle. Après graphiquement bon il est sorti en 98. Il a des ouais mais c'est ça m'arrête pas. Enfin tu sais quand t'as connu les bouillies de pixels des NES et autres, je veux dire bon c'est pas très grave. Mais celui-là il mérite pour moi rien que pour l'histoire en fait. L'histoire elle est ça va vraiment très très loin et moi j'ai joué assez jeune, je vais avoir 13 ans à l'époque. C'était fou. Enfin, je me rappelle avoir été choqué de certaines scènes du déroulement de l'histoire. Franchement, et ça, on peut pas les attaquer là-dessus ces jeux-là en fait. Peu importe si les graphismes sont pas forcément
au goût du jour, la question d'histoire, elle est vachement importante. Et du coup, ces jeux-là, ils seront toujours jouables, peu importe. C'est comme lire un bouquin, en fait. C'est vraiment ça. C'est ça. Tu consommes ce genre de jeu comme une bonne histoire, comme un livre, un truc, et c'est vrai que c'est assez plaisant parfois. J'ai retrouvé des. Et puis, si on prend dans le contexte aujourd'hui, si je regarde la gueule du cinéma, entre autres, putain, ça a vachement de mal à se renouveler, quoi. Et pour moi, aujourd'hui, les meilleurs scénarios, les meilleures idées nouvelles qui arrivent, elles sont dans le jeu vidéo, quoi. Clairement. C'est là où les mecs sont le plus prolifiques et font le plus preuve d'imagination sur l'écriture des scénarios, des univers proposés, etc. Ouais, je pense. C'est vrai que surtout dans le cinéma à l'heure actuelle, j'ai un peu l'impression que c'est beaucoup. C'est beaucoup de licences. Et les licences, ça marche en fait. Ils sont pas obligés d'aller chercher bien loin en fait. Le fait qu'il y ait un certain nom dessus, ça va juste marcher. On se base sur des acquis, quoi. Ouais, voilà, et c'est vrai que bon, ça se retrouve aussi un peu dans le jeu vidéo, hein. D'ailleurs, dans certaines mesures, il y a quand même des licences qui ressortent un peu de façon permanente. Parfois, le spécialiste, ça reste Nintendo pour ça. Complètement, il y a Nintendo. Après, il y a Blizzard aussi qui de temps en temps a un peu tendance à rester sur. Ouais, mais Blizzard, c'est Diablo, donc on touche pas à Blizzard, ok. Moi, je suis un gros joueur de World of Warcraft aussi. Je vous explique pas mon. Ouais, j'ai eu ma période aussi. Ouais, il y a des problèmes là-dedans aussi, quoi. On peut s'interroger sur le fait. Mais bon, on va voir ce qui va sortir pour la suite et tout, quoi. Mais bon. C'est clair. Ouais. Bon, bah écoutez, on a parlé de plein de choses ce soir. C'est cool. Bon, on a parlé de musique, on a parlé un peu jeu. C'est rigolo parce que finalement, ça vous fait un autre point commun à tous aussi. Donc un de plus finalement, donc quelque chose qui est assez opposé de la musique, mais plutôt cool. Pour terminer cette soirée, on va bien sûr écouter un dernier titre quand même de l'album, celui qui clôture du coup l'album justement. Est-ce que vous avez un petit dernier mot à nous dire, le mot de la fin, quoi? Camembert. Raclette. Fondu. Fondu. Ça vous regarde. Hein. Il y a ça aussi qui nous rapproche, la bouffe. Oui. Le fromage. Ça, la bouffe. Non, on comprend. C'est pour ça que vous avez gardé Michel, du coup, les fromages, l'Auvergne, tout ça. Ouais, ben en fait, c'était un de choix principaux. Aussi dit, il est d'Auvergne, le mec. Et puis, bon, il faut quand même. Alors, ça me fait mal de le dire parce que voilà, mais un des meilleurs fromages, c'est quand même le Saint-Nectaire. Pour moi, en tout cas. Ouais. Ça me fait chier que ça soit fait par des mecs comme Mitch, quoi, en fait. Ah, ça peut être fait par des mecs comme moi. Alors, moi, pas faire du bolino, faut pas déconner. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, en tout cas, merci à vous pour cette première de la chaîne. En tout cas, on était super. Merci à toi pour l'invitation. Merci pour surtout. C'est clair. On a passé un très très bon moment. Donc on va s'écouter un dernier titre. Donc pour encore rappel, si j'ai bien retenu ce que vous avez dit, 9 mars à Angoulême, 21 septembre à Châteauroux. Oui, c'est tout à fait ça. Donc voilà, allez voir Unbroken, l'album est super en live. Les gars sont cool et je pense que ça doit bien envoyer aussi. Donc on s'écoute un dernier titre, merci à vous. Et puis avec Julien, on se retrouve juste après pour les infos à suivre de la chaîne. Voilà, juste quelques petites secondes pour vous donner la suite. Merci, à bientôt. Merci. Salut.